Voilà, merci beaucoup Jérémy et Melchior pour la veille mensuelle de la cybersécurité et des failles de sécurité par Cyberzen. À vous la parole. Bonjour à tous. Alors, Jérémy ne sera pas là aujourd'hui, mais il est de tout cœur avec vous. Mais il a juste pas pu venir pour aujourd'hui. Donc, je vais m'occuper de la veille. Donc, d'abord, pour commencer, donc rappel du support Windows. Donc là, il n'y a pas de changement encore. Le changement sera à venir pour fin d'année, avec la fin de Windows 10, mais on n'y est pas encore. Donc là, pareil pour le Windows Server. Donc, tout de suite sur les failles. Alors, le bulletin de juin. Donc, il y a 66 vulnérabilités qui ont été patchées. Donc, deux vulnérabilités 0D. Donc la première, une RCE sur Windows Server WebDAV. Donc pour rappel, c'est une extension du protocole HTTP qui permet initialement de faire du transfert de fichiers. Et la vulnérabilité se trouvait au niveau d'un défaut de contrôle des chemins d'accès des fichiers qui permettait l'exécution de code. C'est un rapport de Checkpoint qui nous a dit que, il y avait des campagnes de cyberespionnage qui étaient orchestrées par le groupe APT Steel Falcon. Et ils utilisaient aussi des lolbeans, qui sont des binaires légitimes, mais dont l'utilisation initiale a été globalement détournée, ainsi que des logiciels natifs de Windows pour justement bypasser tout ça. Et la deuxième, c'est une élévation de privilèges sur SMB. Donc, ça concerne les Windows 10, 11 et serveurs. Et ça permet d'obtenir les privilèges système. Et pareil, là je cite, il est possible de contraindre la machine victime à se reconnecter au système attaqué en utilisant SMB et à s'authentifier à l'aide d'un script malveillant. Après, de leur côté, du côté de Microsoft, eux, ils ont estimé que l'attaque était plutôt peu probable. Ensuite, les failles les plus critiques et les plus intéressantes qui ont été corrigées. Donc, une Privesc sur Active Directory Windows Server 2008 jusqu'à 2025. Une RCE sur une RCE aussi sur Windows Remote Desktop Service, une sur Cryptographic Service, une sur Office SharePoint et une derrière sur KDC Proxy Service. Maintenant, tout de suite, toujours dans les failles, donc Asus Armory Create et les liens physiques. Donc le logiciel Asus qui permettait la gestion des périphériques la gestion des périphériques et du système. Il y avait une accès élevé sur le système. Donc en gros, c'est un système qui permet il est possible pour un attaquant de prendre les droits et d'élever ses privilèges, de prendre le contrôle d'ensemble du système. Initialement, le logiciel Asus, il est pas possible de taper dessus parce qu'il demande d'avoir un accès très spécifique et ça requiert un certain PID et un certain hash. Et seuls les composants Asus certifiés peuvent l'utiliser, notamment le Asus Cert Service. Et là, il était possible, en fait, en utilisant un binaire créé de notre côté, d'usurper le composant Azure Cert Service en créant un lien physique avec un payload. Et d'ailleurs, ça nous permettait de lire les adresses mémoire, de donner des accès input-output au système. Les versions impactées sont la version 5.9.9 à 6.0.1.18. Passe traversale sur Windows avec une RAR. Donc là, il était possible d'extraire les fichiers d'une archive vers un chemin spécifique. Donc ça passait outre le chemin qui était indiqué par l'utilisateur lorsqu'on extrait les fichiers. Donc là, du coup, comme j'ai dit, voilà, peut être extrait silencieusement vers des emplacements spécifiques du système, donc typiquement sur des endroits qui pourraient être exécutés au démarrage. Et donc à ce moment-là, on pouvait se retrouver avec des cas où il était possible de récupérer des données sensibles sur la machine victime, notamment par exemple des cookies ou des mots de passe du navigateur. Le seul point faible de cette attaque, c'est que ça exige une action de l'utilisateur pour télécharger l'archive et l'extraire. Ça affecte la version 7.11 de WinRAR sur Windows, donc le patch est déjà disponible. J'ai une petite erreur en dessous, je le corrigerai. Et les versions Unix, pour information, Unix de RAR, UNRAR, le code source aussi de UNRAR et la bibliothèque UNRAR, ainsi que la version pour Android ne sont pas concernés par cette faille. Linux, donc d'utilisateur distant à admin local. Donc là, c'est deux CVE qui ont été corrigés. Donc la première, elle permet à un utilisateur local non privilégié via SSH d'avoir les droits Hello Active, qui permet d'exécuter des actions Polkit. Et alors, des actions Polkit, c'est des actions qui sont faites uniquement pour un utilisateur qui serait présent physiquement sur la machine. Donc là, on estime que l'utilisateur il est considéré comme étant présent physiquement sur la machine. Et derrière, on peut exécuter la deuxième CVE. Donc là, c'est une faille qui est présente dans la librairie libblockdev qui permet justement à l'utilisateur qui serait présent physiquement d'obtenir les permissions en route via le démon udisk. Il y a un rapport technique qui a été fait par Qualys avec le patch déjà disponible. Donc je vous invite à aller le regarder qui est très intéressant.
RCE sur Notepad++. Donc là, globalement, quand on télécharge le logiciel Notepad++, il recherche la dépendance, donc reg srv ssvr pardon, 32.exe. Sauf que lorsqu'il la recherche, le premier répertoire dans lequel il va le chercher, ça va être le répertoire dans lequel est installé Notepad++, le .exe, qui est souvent le dossier téléchargement ou download. Et là, pour peu que vous ayez de votre côté créé votre propre reg svr 32.exe, il va à ce moment-là directement l'exécuter et vous allez pouvoir usurper l'officiel et du coup qui sera ensuite exécuté avec les droits système pour ainsi compromettre la machine. Donc là, pareil, le POC est disponible avec usurpation du fichier requis permet d'obtenir un shell qui vous est présenté. Et donc, vous avez une petite vidéo en démonstration. Donc, le patch est en cours vers la 8.8.2. Côté système, donc à l'ère de la CISA, donc là, ça c'est une faille qui est assez vieille. Le correctif est présent depuis déjà 2 ans. Donc c'est l'exploitation de la CVE 2023-0386 qui permet d'obtenir les accès routes avec le sous-système overlay FS du noyau Linux. Donc globalement, ça permet de fusionner plusieurs systèmes de fichiers en un seul. Donc là, pourquoi est-ce qu'on vous la présente? C'est parce qu'il y a eu du coup le rapport de la CISA qui a dit que cette faille était activement exploitée en ce moment. On vous l'a quand même remis. Il faut savoir qu'elle est quand même facilement exploitable et qu'elle affecte un large éventail de distributions Linux populaires et de versions du noyau. Côté des puces BMC, donc certains ont peut-être vu la chose passer. Donc la puce AMI MegaRack qui est vulnérable. Donc pour rappel, une puce BMC, ça permet la gestion des serveurs à distance, même éteints. C'est là où c'est très important. Donc là, la vulnérabilité, ça permet de contourner l'authentification par une simple requête web HTTP. Le POC a été publié dans lequel on voit un attaquant distant réussir à créer un compte administrateur local censé être authentifié. Et donc là, en plus d'avoir la possibilité d'allumer, d'éteindre ou de redémarrer à distance au serveur, il peut aussi utiliser la puce comme point d'entrée pour effectuer des mouvements latéraux au sein du réseau. Donc, grosse erreur de la CISA par rapport à une forte exploitation de cette faille qui est assez connue du côté des hackers. Et on estime qu'il y a globalement environ 1 millier de serveurs qui seraient potentiellement vulnérables. Les patchs sont déjà disponibles. Deux CVE récemment sortis aussi sur sudo. Donc là, c'est assez intéressant, c'est que ce sont des faiblesses qui sont présentes depuis plus de 12 ans, mais qui n'avaient pas encore été détectées. Donc l'option "-l et l'option "-h", qui sont normalement utilisées conjointement pour lister les privilèges d'un utilisateur. Donc en fait, ces options ne sont pas limitées à la liste des privilèges et peuvent être utilisées lors de l'exécution d'une commande justement derrière. Donc on va faire le "-l" et ou "-h" et rajouter une commande, et cette commande sera exécutée avec les droits aussi. Et la deuxième, elle permettait à l'utilisateur d'exécuter de la même façon une commande dans une autre racine avec l'option "-r", donc "-root". Pour information, cette deuxième CVE était considérée maintenant comme obsolète, car elle pourrait involontairement rendre votre environnement moins sûr si elle n'est pas correctement implémentée. Le patch qui vient d'arriver, donc début juin, corrige ces deux vulnérabilités. Maintenant, je vais passer à la partie piratage malware. Donc le premier, donc réutilisation d'un lien Discord expiré. Donc là, c'est globalement quand vous recevez un lien d'invitation Discord, donc il y a 3 types de liens possibles que Discord crée. Donc c'est soit des liens temporaires, soit des liens permanents, soit des liens personnalisés. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les liens personnalisés. Donc c'est des liens qui ne sont valides que pour les serveurs de level 3, enfin de boost level 3. Et globalement, il est possible de récupérer un lien d'invitation qui aurait été créé par un serveur qui aurait été eu ce boost de level 3, même si le lien ne fonctionne plus. Et si le lien ne fonctionne plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le lien est encore valide. Du coup, un serveur qui récupérerait le lien pourrait ensuite faire redirection vers son propre serveur et à ce moment-là, usurper le serveur officiel parce que du coup, le boost n'aurait pas été renouvelé. De plus, les liens seraient sensibles à la casse car la détection de le serveur se fait que sur les minuscules alors que le lien généré il est aussi majuscule. Et du coup, lors de la compromission, redirection vers une fausse page de web d'authentification et derrière une demande d'exécution d'une commande PowerShell pour infecter la machine. En termes de promulgation de la faille, comment est-ce qu'ils font? Bah, c'est simple, ils utilisent des publicités sur Internet et des liens dans des forums pour divulguer leur savoir malveillant. Toujours côté piratage, donc chipset vulnérable sur Bluetooth. Donc là, ce serait environ 30 appareils qui seraient vulnérables, 30 modèles d'appareils, pardon.
Donc là, ce serait possible de prendre le contrôle d'un produit vulnérable, voire d'extraire carrément l'historique des appareils et des contacts. Donc là, typiquement, vous êtes sur votre téléphone, vous passez un appel, vous avez la vulnérabilité, quelqu'un peut tout à fait espionner, récupérer l'historique et connaître le contact qui a été appelé. Donc là, c'est réalisé à l'aide de 3 CVE. Donc la première authentification manquante pour les services du GAT. Donc le GAT, c'est le Generic Attribute Profile. C'est un profil Bluetooth qui est utilisé pour la communication client-serveur. Le deuxième, c'est authentification Bluetooth pour BR, EDR. Et la troisième, c'est les capacités CVE sur les capacités critiques d'un protocole personnalisé. Après, on a des difficultés techniques pour mettre en place cette vulnérabilité parce que, bah, comme c'est sur de Bluetooth, on est obligé d'être présent physiquement et d'avoir une certaine proximité. Donc, on estime que les seules personnes vulnérables, ça va être les personnes qui vont être des sites de grande valeur, comme les politiciens, les journalistes, les activistes ou ceux qui travaillent sur des activités un peu plus sensibles. Côté ransomware, Anubis, du coup. Anubis, c'est un ransomware qui cible plutôt les secteurs sensibles comme la santé, l'hôtellerie et la construction. Il est apparu en décembre 2004 en tant que ransomware as a service, a fait pas mal de victimes en Australie, du côté des États-Unis, Canada et au Pérou. La petite blague, c'est que lui, en plus de faire juste ransomware, il faisait aussi de la destruction de données. Donc voilà, comme j'ai marqué, possibilité d'écraser le contenu des fichiers en plus du chiffrement. Sauf que il donnait l'illusion que les fichiers étaient toujours présents parce qu'ils étaient toujours affichés. Sauf que si on regardait bien, on voyait qu'ils avaient une taille de 0 octet. En termes de déploiement, c'est un déploiement classique par phishing. Et d'ailleurs, quand on voyait la demande de rançon, il n'y avait aucune menace de destruction de données. Donc, à aucun moment, l'utilisateur pouvait savoir que ces données étaient irrécupérables. Et par contre, il y avait toujours la menace de divulgation de la donnée. Côté panne, donc là, bravo à Cloudflare pour avoir réussi à empêcher un des DOS massifs. Donc là, c'était une attaque de 7,3 terabytes par seconde, avec un pit allant jusqu'à 3,5 téraoctets en 45 secondes. Donc plus de 122 000 IP sources avec de différents pays, dont la majorité c'était le Brésil, le Vietnam, Taïwan, Chine, Indonésie et Ukraine. Ils ont réussi à disperser l'attaque grâce à leur réseau Unicast vers un peu moins de 500 centres de traitement. Donc là, je vous ai mis un petit tableau récapitulatif de globalement en termes de capacité, à combien c'est équivalent ce qu'ils ont réussi à protéger. Donc bravo à eux. Maintenant, les points un peu plus business et politiques. Donc la volonté de Danemark de reprendre le contrôle sur le récit, d'enlever l'utilisation des licences et des logiciels Microsoft. Du côté de la ville de Lyon, c'est pareil. Donc là, ils veulent remplacer tout ce qui est autour des services de l'État, donc la mairie, les outils Microsoft par des alternatives. Donc ils ont déjà quelques alternatives en tête comme OnlyOffice, Linux ou PostgreSQL. Et voilà, je vous ai mis en plus un petit lien avec les différentes alternatives possibles si vous, de votre côté, ça vous intéresse, pour du coup avoir moins de dépendance à Microsoft. Ensuite, dans les opérations internationales, mais là, du coup, on est sur une opération nationale plus exactement. Donc, vous l'avez peut-être suivi, l'arrestation de 5 gérants sur Bridge Forum. Donc, il y en avait eu le premier, donc l'arrestation de l'administrateur de la plateforme en mars 2023 par le FBI. Il avait été repris par 5 hackers français, alors plutôt 4 hackers français et un qui était anglais. Donc, Intel Broker, qui était un peu le plus gros, il a été arrêté en février 2025. Et les 4 autres étaient arrêtés le 23 juin. Donc pour information, Intel Broker, lui, de son côté, avait entraîné plus de 25 millions de dollars de dommages. Et comment est-ce qu'il a été retrouvé? Une erreur un peu de débutant, en fait, il utilisait son adresse email universitaire avec sa photo de son permis de conduire. Maintenant, côté des conférences. Donc les conférences passées, BotConf, le SSTIC, Pass the Salt et le Hack. Les prochaines confs à venir, c'est Black Hat aux États-Unis, DEF CON à Las Vegas, Barb Hack à Toulon, WinRump à Bordeaux, euh, où je vous invite à y aller, très sympathique, et à envoyer d'ailleurs vos rumps si vous en avez, et le FIC au Canada. Hop. Maintenant, on passe au petit point troll. J'en ai pas beaucoup, j'en ai deux. Donc le premier, Microsoft, la fin du support de Windows 10 qu'ils ont annoncé.
Donc, ils ont dit qu'à la fin de leur support de Windows 10, mais ils ont dit que les mises à jour de côté Defender étaient jusqu'en 2028. Par contre, ils ont aussi annoncé qu'ils mettaient en place le programme ESU, qui est un programme qui est valable 1 an, qui permettait de garder encore du support de Windows 10, avec certaines particularités. Donc, pour les particuliers, pour être éligible au programme, il fallait trois conditions. Donc, soit utiliser Windows Backup pour synchroniser vos paramètres dans le cloud, soit utiliser 1000 points de Microsoft Reward et payer 30 dollars pour être éligible au programme et du coup toujours garder le support Windows 10. Pour les professionnels, garder le support, c'était un coût de 21 dollars par appareil. Et pour le cloud, là par contre, c'est un peu plus tricky, c'est que ils ont annoncé que c'était gratuit tant que les appareils Windows 10 accèdent au PC cloud Windows 11 via Windows 365, via Windows 365. Et le dernier point, donc ça, vous l'avez aussi peut-être vu passer parce que quand il est arrivé, il a fait beaucoup de bruit. Donc, c'était les 16 millions de mots de passe online. Donc, la grosse base de données qui a leaké qui proviendrait de Facebook, d'Apple, de GitHub, de Telegram, qui contiendrait les noms, les prénoms, mots de passe, email et URL de connexion. En fait, il n'en est rien. C'était en réalité quelques jours plus tard, on a eu l'information que c'était juste un agrégat de multiples bases de données qui étaient déjà sorties en ligne depuis quelques temps. Et donc, bon, bah, finalement, tout va bien, plus de peur que de mal. Voilà. Prochaine réunion, du coup, le 9 septembre. Donc, pour rappel, pas de veille pour le mois d'août. Et du coup, on vous retrouvera dans 2 mois pour la prochaine veille. Tac. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Merci beaucoup.